votre rapport qui nous alerte régulièrement depuis plusieurs années. Le deuxième point porterait plus sur la pauvreté infantile. Comment empêcher l'implication et les conséquences de la pauvreté des parents sur les enfants? Est-ce que là aussi, nous avons tous produit dans nos différents parlements, que ce soit au Sénat ou là fait de manière conjointe entre les régions et le fédéral, ici à la communauté française, au Parlement wallon, un certain nombre de rapports sur la pauvreté infantile ou sur les préventions de la pauvreté infantile, ce serait plus exact. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité à un moment donné de refaire régulièrement un état des lieux pour voir est-ce que ces politiques qui se veulent transversales ne sont pas en quelque sorte plutôt en train de créer des couches de lasagne telles que personne n'est en capacité de vraiment évaluer si nous évoluons comme le réclame l'Europe dans le cadre du programme Europe 2020. Merci de vos réponses. Merci beaucoup. Monsieur De Stex. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par votre remarque liminaire en réponse à Madame Berthiaud et qui s'adressait également à moi. Bien entendu, ni Madame Berthiaud ni moi n'avons dénié le fait que vous ayez des émotions. Les émotions, c'est de l'ordre du personnel, c'est de l'ordre de l'intime. Je pense que nous n'avons pas à faire état de nos émotions dans un hémicycle. Ce que nous vous avons reproché, c'est votre communication. Et votre communication vise toujours à prendre la défense des radicalisés, à leur trouver des excuses, à les victimiser. Et lorsque des enfants ou des adolescents sont victimes eux aussi d'actes de terrorisme ou de crimes crapuleux ou d'assassinats, alors votre communication, elle est absente, on ne l'entend pas, elle n'existe pas. Premier élément. Deuxième élément, là aussi je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui dans ces hémicycles doivent rester dans l'ordre de l'intime et de la discussion. Vous faites état de menaces de mort, Monsieur De Vos. Ben, je vous dirais simplement bienvenue au club. Et je ne vous en dirai pas plus. Vous faites état, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous, hein, vous faites état des conséquences sur les enfants de prise de position que vous avez pu avoir. Mais Monsieur De Vos, bienvenue au club. Et je pense que beaucoup de collègues peuvent être concernés ici, mais personne ici n'a jamais fait état de cela dans un hémicycle. Vous faites semblant d'ignorer la différence entre une opinion et une dénonciation. Vous dites, où est l'opinion, où est la dénonciation? Ben, je vais vous en donner un exemple. Je pense que vous faites vraiment semblant. Une opinion, c'est par exemple de dire les radicalisés sont victimes de la société. Ça, c'est une opinion. Une dénonciation, c'est dire la loi un tel ou le décret un tel n'est pas appliqué. Ça, ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas une opinion, c'est une dénonciation. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas semblant que vous ne faites pas la différence entre vos opinions, que vous mettez en avance en permanence dans vos rapports et dans vos discours, ou une dénonciation. Alors, moi j'ai lu votre rapport, mais juste avant cette séance, on a mis dans mes mains ceci, qui est la version du rapport Child Friendly, merci pour la langue française, qui est destinée aux enfants et aux jeunes. J'ignorais donc qu'il y avait une version destinée aux jeunes et aux enfants, et je l'ai découverte juste avant cette séance. Alors, chers collègues, Monsieur De Vos, donc ça s'adresse aux enfants et aux jeunes. Okay? Et il y a une page qui s'appelle « Stop aux amalgames et Daesh-struction ». Alors, je lis. Donc, ça s'adresse aux jeunes. On peut pratiquer sa religion même de façon radicale, parfois sans pour autant basculer dans la violence. Les jeunes musulmanes sont les premières victimes de ces amalgames. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un délégué général aux droits de l'enfant de faire passer un message vis-à-vis des jeunes que oui, on peut pratiquer sa religion de façon radicale? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire passer un message disant qu'il faut pratiquer sa religion dans l'espace privé de façon modérée? Premier exemple. Deuxième exemple, quand un jeune est suspecté de vouloir se radicaliser, il est très vite surveillé, arrêté et parfois même enfermé en IPPG.
un PPJ. Vous reconnaîtrez peut-être que c'est quand même relativement rare. Je vous accorde que ça arrive, mais c'est assez rare. Or, pour ce jeune, qui se sent déjà rejeté par la société, cela ne fait que renforcer son sentiment d'injustice et renforcer sa radicalisation. C'est un cercle vicieux. Est-ce que vous pensez qu'un type de message comme ça adressé aux jeunes, c'est un message de nature à le calmer, à l'apaiser? Est-ce que ce n'est pas plutôt un message, moi si je suis un jeune déjà radicalisé et j'ai la rage contre la société, je vous lis, je vous dis, en voilà enfin un qui me comprend et qui m'incite à poursuivre dans ma radicalisation. Je ne pense pas du tout que ce soit le type de message positif et apaisant qu'on doit faire passer vis-à-vis des jeunes. Plus grave encore, vous analysez le phénomène « je suis Charlie ». Alors vous dites, pour des jeunes toujours, pour protester contre cet attentat et marquer leur solidarité aux victimes, des milliers de personnes ont lancé le slogan « Je suis Charlie », notamment sur Facebook. Très bien. En réaction, des milliers d'autres personnes qui pensent que le magazine était raciste, notamment à l'égard des musulmans, ont lancé le slogan « Je ne suis pas Charlie ». Alors là aussi, pensez-vous vraiment que vous êtes dans votre rôle quand vous faites passer ce type de message? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de dire « Je suis Charlie, c'est la liberté d'expression, ce magazine a peut-être des prises de position extrêmes que nous ne pouvons pas partager, mais c'est le droit à la caricature, le droit à l'excès qui existe dans notre société ». Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce type de message qu'il faut faire passer vis-à-vis des jeunes? Monsieur De Vos, je ne suis pas venu ici dans un esprit polémique, mais je suis vraiment édifié. Jamais, monsieur De Steyx. Jamais, monsieur Je suis vraiment S'il vous plaît, on laisse. Merci de laisser monsieur De Steyx s'exprimer. Chers collègues de la majorité, mais est-ce que vous assumez ceci? Est-ce qu'un seul d'entre vous pourrait sortir ceci en votre âme et conscience? Est-ce que vous pourriez faire passer aux jeunes le message que M. De Vos fait passer sur « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie » Est-ce que vous pourriez faire passer un message qu'on doit vivre sa religion de façon radicale? Mais excusez-moi, mais enfin, si vous voulez l'assumer, mais assumez-le. Et je voudrais d'ailleurs profiter de la présence de M. Madran, représentant le gouvernement, pour lui demander s'il cautionne ce type de publication, parce que j'en reviens à l'intervention initiale de Mme Berthiaud. Le problème, c'est précisément la tension entre votre indépendance et votre autonomie et votre devoir de réserve. Et ici, à mon avis, vous sortez clairement du devoir de réserve, vous présentez une vision partisane, militante, à mon avis dangereuse et même complice vis-à-vis des radicalisés. Merci. Voilà, merci. Madame Vienne voulait intervenir avant la réponse de M. De Vos. Oui, simplement une clarification pour mon collègue, mais je ne sais pas si elle lui sera très utile. M. De Vos n'est pas le porte-parole de la majorité, en aucune manière. Et dans son rapport, d'une manière lucide, critique, il y a des dimensions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il y a matière à discussion. C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, M. De Vos vient présenter son rapport. C'est pour ça que chaque année, nous intervenons, non pas pour lui mettre de la pommade, mais parce que, comme l'a dit notre collègue Olga Azrienne, c'est un rapport qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir, qui nous fait réagir. Et donc, c'est en toute indépendance que M. De Vos l'écrit et le présente. Et bon, le fait de confondre ses opinions et ses avis et ses conseils, je pense que c'est un peu général dans cette assemblée et qu'en fait, je ne vois pas en quoi ce serait perturbant que l'auteur d'un rapport présente une opinion. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'hôpital qui soude la charité, mais quand même, l'intervention de M. De Steyx était éclairante. Monsieur De Vos. Madame Berthiaud. Puisque les chefs de groupe s'en mêlent, moi aussi. Je pense que, d'une part, je salue l'intervention de Mme Vienne qui, clairement,
rappelle que le rapport n'est pas encore le rapport de la majorité et donc prend ses distances avec certaines choses qui peuvent s'y trouver. Je salue l'intelligence de ma collègue, mais je voudrais aussi signaler à ceux qui n'ont pas bien entendu qu'au-delà de certaines lectures que mon collègue M. de Stex a fait littéralement, effectivement, du rapport Child Friendly en bon français, M. de Stex n'a pas questionné la majorité, mais le représentant du gouvernement qui a, nonobstant ce que nous avions recommandé, l'autorité hiérarchique sur le délégué. Voilà, merci. Monsieur le délégué, vous avez la parole. Je vais commencer par répondre à Madame Nicaise, qui était gourmande, hein, donc elle a posé beaucoup de questions. Je commence sur les familles d'accueil. Donc clairement, moi, ce qui m'importe, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une question qui devrait concerner prioritairement la Fédération Wallonie-Bruxelles et pas l'État fédéral. Ce qui m'importe, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert des prérogatives et des responsabilités parentales. Vous avez sans doute vu que nous faisions une proposition de dire que ces questions devraient pouvoir se régler par un accord entre la famille d'accueil et la famille d'origine, la famille biologique, en présence du conseiller de l'aide à la jeunesse. Ça me semblerait être une solution beaucoup plus fine et qui nous permettrait justement d'avoir des accords et éviter les difficultés qu'on rencontre en général sans passer par une loi qui gommerait une série de spécificités. Sur la question des ménages, je me permets de vous répondre à vous et en même temps à M. Dalle et à Mme Zrien. C'est une question terriblement préoccupante. Madame, vous avez évoqué le fait que la situation était un peu meilleure. Vous en êtes réjoui en disant il y a 130 places ouvertes maintenant, elles ne sont pas toutes occupées. Je voulais simplement rappeler à cette assistance que appliquer la Convention internationale ne se limite pas à faire en sorte que chaque article soit appliqué dans notre territoire, donc en l'occurrence en Fédération Wallonie-Bruxelles. La signature d'une convention internationale implique un engagement solidaire avec tous les pays signataires. Et je ne dois pas vous rappeler que si aujourd'hui nous n'avons pas, tous nos centres ne débordent pas de mineurs étrangers non accompagnés, c'est parce qu'il y en a des milliers qui crèvent dans des centres de rétention en Grèce. Je vous invite à appeler mon homologue grec Georges Moskos pour qu'il puisse vous dire ce qu'il en pense là-bas de la situation, ou en Turquie, à suite d'accords que nous avons passés avec ces pays. Donc je pense qu'il faut quand même être très raisonnable et dire que la situation qui est plus calme chez nous ne l'est pas au niveau mondial, et que donc moi, effectivement, comme le proposait M. Dalle, je suis effectivement le défenseur des enfants ici en communauté française, mais j'ai un regard sur le monde en général, puisque je fais aussi partie d'un réseau d'ombudsmen européens, et ce sont des préoccupations que nous avons ensemble. Sur les maisons de retour à Tubize, j'ai fait quelques commentaires critiques, mais je vous avoue que je préfère 15 fois les maisons de retour à Tubize et à Beauchamp avec leurs petits commentaires critiques que les projets du secrétaire d'État d'ouvrir à nouveau des centres fermés pour les familles, alors que le système des maisons de retour, même si effectivement il y a un taux d'échec relativement important, c'est encore le système qui protège le mieux les droits et les intérêts des enfants. Sur les jeunes filles mineures, mariées, je peux peut-être plus long si vous le souhaitez, hein, sur les mineurs étrangers non accompagnés dans un second temps. Sur les jeunes filles mineures mariées selon des règles coutumières, il est évident, pour moi, j'ai fait cette recommandation suite à une demande de fait d'asile qui me demandait de manière assez classique: est-ce que vous estimez, monsieur le délégué général, qu'une jeune fille mineure peut partager la chambre de son mari alors qu'ils sont mariés selon un mariage coutumier? Moi, il me semble, ce qui est important, c'est de dire que la recommandation que j'ai faite à fait d'asile et à l'Office étranger, c'est de faire en sorte que dès lors qu'il y a un mariage coutumier, qu'une enfant mineure, une jeune fille mineure vient dans le cadre d'un mariage coutumier, qu'on distingue, et je crois que l'avis est très clair, qu'on fasse en sorte d'entamer une procédure distincte pour la jeune fille en tant que mineur étranger, en tant que mineure étrangère non accompagnée, ce qui permet effectivement de lui offrir la protection, notamment la détermination d'un tuteur qui pourra l'accompagner, etc. Et de faire une demande isolée particulière pour le mari, pour éviter, justement pour lui donner effectivement à ces jeunes filles les meilleures garanties que ses intérêts soient protégés. Et donc il va de soi que moi je ne me réjouis pas de ce genre de situation-là, je n'encourage pas, je dis simplement quand on est confronté à la situation, voilà ce que je propose. Sur les bébés papiers, alors là c'est une question
question évidemment compliquée. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas légiférer. Je dis d'ailleurs à la fin, je viens de regarder, que je dis que je reste attentif à cette question-là. Simplement, je pense qu'il faut quand même veiller effectivement, dès lors qu'on refuse l'affiliation à l'enfant, il faut quand même se dire que cet enfant, l'affiliation c'est une protection, et donc à défaut de cette protection-là, il faudra quand même on invente, qu'on me dise ce qu'on peut inventer pour faire en sorte que cet enfant soit correctement protégé, faire en sorte qu'il ne devienne pas apatride non plus. Hein. Donc ce qui est évidemment tout à fait interdit par la Convention. Donc je pense que la question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'affiliation aujourd'hui ne se résume pas à une question biologique. L'affiliation, c'est une déclaration d'intention, c'est beaucoup de choses. Et donc, j'entends bien évidemment que c'est une question extrêmement délicate et je sais effectivement que notre position est un peu compliquée à comprendre, mais nous l'avons pris en âme et conscience, après avoir beaucoup de rencontres avec des juristes, etc. On a vraiment discuté de cette question-là, parce que c'est une question qui malheureusement n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de soumettre des parents à un test ADN pour voir si l'enfant est bien lui, etc., pour dire la filiation, ce n'est pas simplement une question biologique, c'est un engagement des parents, et on le voit bien d'ailleurs dans l'évolution des modèles familiaux auxquels on assiste depuis une dizaine d'années. Sur l'accès à la justice et l'audition, vous avez entièrement d'accord, il faut faire plus de publicité, et nous y avons travaillé d'ailleurs avec mon homologue flamand pour faire en sorte que les courriers qui sont adressés aux jeunes soient les plus explicites possibles sur la possibilité de demander à être entendus dans le cadre des procédures qui les concernent. Sur la surveillance des IPPJ, donc on entend bien qu'il y a une question de recours interne dans un premier temps qui ne me concerne pas, une question de recours externe qui ne me concerne pas, et c'est effectivement sur la question de la surveillance générale des IPPJ. Alors, si je dis simplement, et donc j'ai bien entendu votre commentaire par rapport au fait que mon institution est placée sous l'autorité du gouvernement. Je n'ai jamais considéré, et je le dis parce que vous avez posé la question à un autre moment, je n'ai jamais considéré que cette forme d'autorité était une autorité hiérarchique. Maintenant, vous pouvez le considérer comme ça. Moi, ce n'est pas ma lecture, en tous les cas, de l'autorité que peut exercer le gouvernement sur mon institution, qui est clairement instituée comme une institution libre, autonome et indépendante. Donc voilà, ça, c'est une question. Donc, mais simplement, effectivement, j'ai voulu proposer au ministre de copier, entre guillemets, ce qui se passe du côté flamand, et avec un certain succès maintenant. Et effectivement, l'institution de mon homologue, le Kinderrechtscommissaris, est placée sous l'autorité, entre guillemets, du Parlement. Donc, vous avez entièrement raison. Je profite pour répéter que, de manière tout à fait logique, le modèle le plus abouti au niveau politique, c'est l'autorité, qu'une institution indépendante comme la mienne soit placée sous l'autorité du Parlement. Tous les travaux ont été faits et on a simplement buté sur une question financière, puisque les salaires au Parlement, les barèmes du Parlement sont plus importants qu'au gouvernement. Il y avait un coût à supporter par l'ensemble de la Fédération de Bruxelles, et c'est pour cette seule raison, je pense, qu'on a arrêté les travaux, alors qu'on avait déjà calculé le nombre de photocopies, le nombre de coups de téléphone pour permettre le transfert d'une institution à une autre. Sur l'hypersexualisation, je vous rejoins, c'est une vraie question qui fait partie de mes préoccupations depuis très longtemps. Elle ne se résume pas, cette question, au concours de minimis, vous l'avez bien dit, et ce n'est que dans une espèce d'horrible marchandage avec Madame Simonis, que j'ai accepté effectivement de figurer dans ce projet de décret sur le concours des minimis comme étant une autorité qui pourrait dire si c'est acceptable ou pas. C'est avec la garantie qu'on travaillerait de manière déterminée sur la question de l'hypersexualisation. Les concours de minimis, c'est l'épiphénomène, c'est la petite pointe de l'iceberg qui dépasse. Ce n'est rien d'autre que ça, évidemment. Sur les moyens financiers qui me sont octroyés pour la promotion et la protection la promotion des droits de l'enfant, c'est évidemment bien trop peu par rapport à l'ampleur de notre travail. Nous faisons avec des moyens de fortune. Nous essayons, tant que faire se peut, de répondre à cette pas obligation, mais en tous les cas, cette mission d'assurer la promotion. À titre d'exemple, mon homologue flamand obtient 210 000 euros pour le même travail en Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Dalle, voilà madame, je pense avoir été le plus complet possible et le plus rapide pour vous répondre. Monsieur Dalle, sur la question des mineurs étrangers non accompagnés, je répète, nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter de ce qui se passe dans d'autres pays voisins avec lesquels nous faisons une Europe dite sociale. Et vous avez raison, beaucoup de mineurs, quand ils arrivent ici, sont l'objet d'une suspicion permanente. Ils doivent prouver l'âge qu'ils ont, ils doivent prouver qu'ils n'ont pas quitté une petite partie de l'Afghanistan, pour les Afghans notamment, qui n'est pas bombardée en permanence. Ils doivent prouver qu'ils sont désireux de s'installer de manière pérenne. Ils doivent prouver qu'ils ne sont pas détenteurs de bombes dans leur sac et qu'ils n'ont pas de lien avec des organisations terroristes en permanence. Et effectivement, la qualité de l'accueil s'en ressent.
Et pour venir, donc je ne vais pas être plus long là-dessus, je pense que c'est une préoccupation, et vous le sentez bien, au long cours, la question des mineurs étrangers est une question importante. Moi, j'ai toujours dit que j'étais le délégué général de tous les enfants, mais que j'avais un regard appuyé sur les plus faibles. Et les mineurs étrangers non accompagnés, et les enfants migrants qui migrent avec leur famille, notamment les Roms, qui dorment encore aujourd'hui sous des ponts, etc., sont ceux pour lesquels, effectivement, je suis particulièrement attentif. Alors, manque de tuteurs, ça s'est un peu réglé, mais comme disait Madame Zrien, effectivement, il y a un souci sur la qualité des tuteurs. On a des tuteurs dits professionnels qui dépendent d'associations, etc., qui ont un background, qui ont un recours permanent en termes juridiques, etc. Ils ont des collègues, entre guillemets. Vous avez des tuteurs qui sont des courtiers d'assurance, qui ont plusieurs dizaines de tutelles, et on peut se poser les questions de la manière dont ils remplissent leurs responsabilités au-delà de ce qui est obligatoire. Et donc, vraiment, il y a un souci de ce côté-là. Mais il faut reconnaître que, alors qu'il y a quelques mois à peine, il y avait 900 mineurs qui n'avaient pas de tuteur, le service a quand même avancé pour résorber en grosse partie le retard. Sur les familles d'accueil, Monsieur le ministre en témoignera, j'ai été le premier à encourager cette initiative. Je pense effectivement qu'accueillir dans des familles, et Monsieur le ministre, je pense, a mis en place tout ce qui était possible pour donner libre cours à cette initiative, cette manière de faire. C'est vrai que la famille, ma foi, c'est encore la manière, accueillir en famille, c'est encore la manière la plus conforme. D'ailleurs, si on s'en tient aux exigences de la Convention, la famille est le lieu d'éducation prioritaire. Si les enfants sont privés de famille et qu'une famille est capable de les accueillir et leur donner, entre guillemets, ce climat pour grandir, moi je suis évidemment terriblement réjoui. Et je m'inquiète comme vous, effectivement, de la légèreté que FEDASIL peut parfois, dont la FEDASIL manifeste parfois quand il s'agit de transférer des enfants. Ce qu'on est arrivé à cadrer un peu avec FEDASIL, c'est qu'on ne transfère normalement plus des enfants d'une communauté linguistique à une autre. Parce qu'en matière scolaire, ça au début c'était catastrophique. Il y avait des gamins qui commençaient leur scolarité du côté francophone, qui terminaient du côté flamand, sans tenir compte de ça. Ça au moins, je pense, ça n'existe plus. Ça existe encore une fois de temps en temps, mais en tous les cas, moi j'ai été informé et j'ai donné un coup de téléphone, on a pu l'arranger rapidement parce que je crois que c'est un engagement relativement important. Et vous avez raison d'insister sur le fait que si la première phase d'accueil en CO est relativement bien gérée, la deuxième commence à se mettre en place, mais on a quand même de grosses inquiétudes sur la troisième phase d'autonomisation. C'est là qu'évidemment on a accueilli au cours de l'année dernière beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants en CO et qui sont maintenant en deuxième phase. Quand ils arriveront en troisième phase, on va se retrouver dans des difficultés. On le dit, on le chante, on le claironne depuis longtemps, mais là clairement, sur l'initiative locale d'accueil, il faudra faire un travail pour faire en sorte que ces enfants qui auront été entre guillemets entourés et à l'approche de leurs 18 ans, et donc Madame Zrien rappelait aussi effectivement qu'une solution pérenne devrait être envisagée au plus tôt pour éviter que ces enfants ne soient à 18 ans avec un coût prêt énorme, ce qui fait encore effectivement partie de la misère et des difficultés de ces jeunes. Madame Zrien, sur la question de la pauvreté, je n'ai pas à être terriblement long sur le sujet. Vous connaissez mon engagement depuis le début de mon mandat, et non depuis la publication de mon rapport sur la pauvreté. Je me fais fort de mettre un chapitre chaque année sur la pauvreté des enfants parce que c'est une vraie question et elle s'enquiste. Et donc, entre le premier rapport général sur la pauvreté et le rapport que j'ai remis au Parlement et au gouvernement sur les conséquences et les incidences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et les familles, il y a maintenant 6 ou 7 ans, on a déjà vu une évolution. Je devrais recommencer le travail aujourd'hui. Il y aurait une évolution vers le bas. Les chiffres n'ont jamais été aussi inquiétants. Et vous le dites bien, et je l'ai redit aussi, nous devrions être capables de limiter les conséquences et les incidences. J'ai donné des exemples en assurant un accueil en crèche, en faisant en sorte que les activités de loisirs, etc. Parce que ce que vous dites à propos des mineurs étrangers non accompagnés, vous vous inquiétez qu'ils n'aient pas accès à des lieux de loisirs. Les plus pauvres sont dans la même situation. Les plus pauvres, et je le dis d'ailleurs dans mon rapport, ce qu'il me semble dont nous manquons cruellement en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une ambition éducative qui dépasse la question de l'école. J'ai fait un test il n'y a pas tellement longtemps pendant les vacances avec des jeunes qui avaient eu accès, des jeunes entre 18 et 25 ans qui avaient eu accès non seulement à l'école, mais à une série d'autres activités culturelles, etc. Et je leur demandais de se mettre devant moi, de fermer les yeux. Je dis, ferme les yeux, réponds-moi à ma question. Où est-ce que tu as appris ? Et ils rouvraient les yeux tout de suite en disant, mais ça veut dire quoi, où est-ce que tu as appris ? Je dis, ferme tes yeux, dis-moi où tu as appris. Et ils me citaient en général les mouvements de jeunesse, les académies de musique, la mobilité internationale, les voyages. Et l'école venait, mais pas en premier lieu. On n'apprend pas, on n'éduque pas simplement avec une école. Quand on sait en plus les difficultés de notre école, je pense qu'il faut pouvoir
renforcer aujourd'hui de manière déterminée tout ce qui est éducation non formelle et éducation informelle. C'est une priorité aujourd'hui. N'attendons plus que l'école se réforme dans un temps extrêmement court, alors que les impératifs aujourd'hui, les questions de jeunesse qui sont soulevées aujourd'hui exigent que nous soyons à la hauteur. Et nous ne serons pas, même si le pacte d'excellence devait être mis en place demain, sans difficulté, avant que cette école ne retrouve plus ou moins ses quilles, passez-moi l'expression, il faudra quand même un certain temps. Monsieur de Stex, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas exprimer des émotions dans cette enceinte, je m'en excuse. Sur la communication, personnellement, moi, je ne regrette rien. Donc, je vous ai dit, en tout cas, que sur la communication du mois d'août sur laquelle vous avez réagi, je vous ai dit, effectivement, ça me semblait relativement liminaire. Et je redis une nouvelle fois, vous dites une opinion, c'est donner un avis, une dénonciation, il faut dire tel article de loi, etc. Moi, je dénonce le fait que certaines politiques sécuritaires qui sont en œuvre depuis très longtemps rajoutent de la misère au malheur d'une série de jeunes, provoquent inutilement encore de la haine, encore du ressentiment d'une bonne partie de notre communauté, des communautés qui vivent notamment dans les grands centres urbains. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas estimer qu'il s'agit là d'une dénonciation. Non, je ne veux pas faire un débat avec vous sur ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même reprendre, parce que là, c'est un peu petit jeu, je trouvais, sur le child friendly. Vous avez lu ici, donc vous avez peut-être lu rapidement, donc je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas reçu, hein, donc je pense que tous les parlementaires ont dû recevoir à la fois le rapport. Ben, écoutez, les deux étant déposés à l'attention de tous les partis, je crois que c'est comme ça que ça se passe, et donc je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de votre groupe politique. Est-ce que vous avez reçu le child friendly au niveau du PS ? Vous l'avez reçu. Donc je crois qu'il y a eu un souci en tous les cas. Mais donc je reprends simplement, et on ne va pas rester là-dessus. Je vous ai dit à plusieurs reprises, notamment via les réseaux sociaux, je vous ai invité à vous rencontrer pour peut-être régler certaines choses ensemble. Mais donc vous avez pris en fait les définitions. Donc il y a une série de définitions pour permettre justement que. Alors child friendly, je vous le dis aussi, est traduit. Hein, donc c'est en dessous, spécial pour les enfants et les jeunes. Les child friendly, c'est l'appellation internationale. Donc Daesh Instruction, donc il y a un titre un peu original qui permet à des jeunes de rentrer dedans, et donc il y a définition de ce que c'est la radicalisation, qu'est-ce que c'est je suis Charlie, qu'est-ce que c'est amalgame. Donc si vous prenez le texte dans lequel ça se trouve, c'est évidemment tout à fait différent. Je ne vais pas faire l'exercice ici. Je peux faire l'exercice si vous le souhaitez, je veux bien faire un peu de lecture aussi, mais ça, voilà. Donc si vous prenez les définitions, effectivement, donc c'était l'idée en tous les cas qu'on arrivait, c'est de dire, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est je suis Charlie, et on a voulu expliquer ce que c'était, en disant, des gens qui ont dit je suis Charlie, d'autres qui ont dit, parce qu'on cite je suis Charlie dans le texte. D'accord ? Voilà. Bon. Alors après, sur le fait que vous ayez du mal moi, je vais quand même revenir sur cette idée-là. Donc, c'est même pas une question d'émotion. Je ne peux pas accepter, Monsieur de Stex, que vous disiez que je suis silencieux dès lors qu'il s'agit, par exemple, de l'attentat de Nice. Ou bien vous suivez mes pages Facebook seulement quand ça vous intéresse et quand il y a quelque chose de polémique qui vous intéresse. Ou bien Mais mes communiqués, je n'ai fait aucun communiqué. J'ai répondu à une interview. Sur un sujet particulier. Vous êtes une liste de communiqués et qui parle de radicalisation. Parlons jeunes. Donc on a fait un communiqué. Donc ça date il y a un bout de temps et on a fait. Non mais d'accord. Et donc parce que j'ai fait un communiqué, vous pensez qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde qui concerne les enfants, je fais un communiqué de presse. Mais Monsieur de Stex, on ne vous entend pas si vous n'allumez pas votre micro. On ne vous entend pas si vous n'allumez pas votre micro, Monsieur de Stex. Mais c'est une opinion, vous le dites. Alors effectivement, donc c'est une opinion. Moi, effectivement, alors au niveau des opinions, on peut se battre longtemps. Je dis simplement que je vous mets au défi de trouver des communiqués de presse sur le fait que j'aurais dit un jour dans les communiqués de presse, bravo les radicalisés, continuez comme ça. Mais non, je ne sais pas, mais je me demande si c'est vous qui ne mélangez pas tout, parce que écoutez, je vous ai dit ce qui m'a ému, ce qui m'a brusqué, c'est effectivement que vous mettiez dans un communiqué de presse. Ouais. Branchez votre micro alors, Monsieur de Stex, s'il vous plaît. Parmi la génération d'aujourd'hui, il y a sans doute des jeunes qui sont prêts au sacrifice pour assassiner des innocents. Il n'existe pas beaucoup d'arguments pour les en dissuader. Non, effectivement. Vous assumez ça ? Mais bien entendu, j'assume ça. Ah, ok, très bien. Bien sûr, j'assume ça. Bien sûr, j'assume ça. Bien entendu. Est-ce que vous pensez... Et quel est votre argument ?
Quelle est votre proposition? Donc vous pensez que la société n'a rien à dire aux jeunes, si ce n'est radicalisez-vous, allez tuer, massacrer, etc. Est-ce que vous connaissez mon engagement depuis bien avant non, mais je connais votre narcissisme, ça je le connais, il n'y a aucun souci. J'ai d'ailleurs trouvé dans la définition que vous étiez, j'ai bien vu que vous étiez encore jeune. Ce qui lui permet aussi de rester jeune soi-même. Oui, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, Monsieur le Président, moi je ne sais pas si je dois continuer ou si je peux m'arrêter, moi. J'avoue que je suis... Voilà. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le délégué, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, simplement sur les messages, sur la question des messages positifs, je pense que j'en adresse autant aux jeunes à travers toute une série de projets qui ne vous intéressent peut-être pas. Je vous invite à venir voir ce qu'on a fait, notamment sur les planches d'un théâtre, justement pour essayer de mettre en évidence, d'installer un débat. Il y aura de prochaines présentations, je vous promets que je vous inviterai volontiers pour le faire. Bon, voilà. Est-ce que, voilà, merci monsieur le délégué. Ça me permet, avant de faire le dernier tour et de vous rendre la parole, de saluer la classe de 6e primaire de l'école du Rossignol de Mons, qui participe au projet Parlement des enfants. C'est Madame Capompolé qui en est la marraine et vous assistez ici à une séance plénière donc, du Parlement où on reçoit le délégué général aux droits des enfants. Donc vous êtes tombé bien à propos. Alors, nous allons poursuivre. Mais Monsieur De Stex voulait peut-être une réaction et puis rapidement, je vous en prie. Oui, mais non, parce qu'il y a encore des députés, il y a encore 6-7 députés qui sont inscrits, et donc moi je propose de poursuivre, mais demander à chacun d'apporter la valeur ajoutée, et de ne pas refaire le débat, mais peut-être revenir sur des éléments précis. Et donc on peut poursuivre. Merci, je vais demander à Madame Emery de s'exprimer. Voilà, donc je suis ici, Monsieur le délégué. Un point donc dans votre rapport, encore la radicalisation, mais je pense que ça n'a pas encore été évoqué sous cet aspect-là. Donc, vous faites état dans le rapport d'amalgame entre les questions vestimentaires, rituelles et linguistiques et la question du radicalisme, ainsi que des confusions qui peuvent exister et des stigmatisations dont peuvent être victimes des parents ou des enfants voulant exercer publiquement l'islam, notamment dans le milieu scolaire. Sur cet aspect-là, je voulais vous interroger sur votre conception dans votre rôle de médiation. Donc, dans ma commune, j'ai donc eu un rapport sur une médiation qui s'est opérée dans le cadre de ce point précis de votre rapport, et le rapport qui m'en a été fait est justement extrêmement positif. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment cette démarche de médiation est menée dans votre chef quand il y a demande, entre donc le PO, les directions, les parents, les enfants. Est-ce que cette démarche est d'une manière générale bien perçue ou alors comme une contrainte dans le chef de certains, en tout cas impétrants? Et je voulais aussi vous demander si votre sentiment est d'apporter quelque chose de positif d'une manière générale. Est-ce que le succès est au rendez-vous dans ce travail de médiation qui, donc je le dis, l'exemple concret que j'ai en tête dans ma commune me semble avoir été extrêmement constructif. Parce qu'au départ, on avait des parties en complet aparté, on va dire, entre guillemets, en vrille. Et je pense que ça a ramené une certaine sérénité par rapport à la problématique qui était donc en présence. Alors, vous avez déjà évoqué, je pense, en réponse à une question de mes collègues, la thématique de l'hypersexualisation. C'est vrai qu'on est parti donc d'un dossier qui a fait débat ici, c'est le concours minimis, mais vous avez dit c'est une petite pointe dans cette problématique-là. Mais donc je sais que vous avez donc livré des recommandations à la demande de la ministre Simonis qui a été proactive sur le sujet. Est-ce que ces recommandations sont plus larges que le dossier minimis? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez nous donner évoquer quelques lignes par rapport à cela?
Enfin, je voudrais vous interroger donc sur l'aspect médias et donc les médias non traditionnels, mais les médias sociaux. Il faut savoir que ce Parlement, Monsieur le Président, organise depuis, je pense, c'est la 2e édition, un Parlement des enfants, et que cette année, le sujet qui est le sujet qui sera évoqué, c'est le harcèlement via les réseaux sociaux. Donc les enfants vont être amenés à travailler dans les classes sur cet aspect en présentant des propositions pour remédier à ce phénomène. Mais vous-même, de votre côté, je ne crois pas avoir lu quelque chose dans le rapport. Est-ce que vous avez une position, des recommandations à faire valoir sur ce sujet, sachant que l'espace qui est occupé par ces réseaux sociaux dans la vie des enfants est extrêmement important, si pas de plus en plus important. Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Duren, ensuite, et puis Monsieur Diallo, Madame El Yousfi, Madame Montréal, Madame Moureau, Madame Lecomte, Madame Maison et Madame Rickmans. Donc, si on peut être synthétique, ce serait mieux pour le temps de midi. Vous en prie. Merci, Monsieur le Président. On va essayer d'être synthétique. Moi, avant de faire mon intervention, je voulais remercier le ministre Madran d'être présent aujourd'hui. Parce que je vais axer mon intervention sur tout ce qui est pauvreté et petite enfance, et donc je trouve ça un peu dommage que la ministre en charge de la petite enfance ne soit pas présente, et ainsi que je pense également à l'enseignement qui a été évoqué ici durant la matinée. Donc, Monsieur le délégué, vous êtes revenu avec la question de l'accueil de la petite enfance pour les familles précarisées, et vous avez participé pendant 18 mois à une concertation, donc justement à propos de l'accueil de la petite enfance, et en sont ressorties toute une série de recommandations que je ne vais bien sûr pas redire ici, mais je vais surtout insister sur des points et vous demander un peu votre avis, des points qui n'ont pas été évoqués concernant la petite enfance, quand on connaît l'importance pour l'enfant de fréquenter bien sûr un milieu d'accueil. On le sait, ça n'est vraiment plus à démontrer, et de même que j'insiste aussi sur la fréquentation de l'école maternelle, pour laquelle d'ailleurs mon groupe, le MR, a déjà fait des propositions d'abaissement de l'âge pour l'obligation scolaire. Alors on le sait, Monsieur le délégué, outre l'aspect financier qui peut parfois limiter certaines familles de faire appel à un milieu d'accueil malgré que les tarifs soient en lien avec les revenus, donc c'est la PFP dans les milieux d'accueil subventionnés, donc participation financière des parents. Donc il y a certains points, comme je vous le disais, que j'aimerais avoir un peu votre avis. Le premier de ces points, c'est que il y a parfois une opposition pour des raisons culturelles de certaines familles à confier leur enfant à un milieu d'accueil. Et donc là, j'estime qu'un travail d'accompagnement devrait être fait. Ça, c'est le premier de mes points. Le deuxième point, c'est que le manque criant de places d'accueil en général, qui fait que pour le moment, toutes les familles en demande n'ont pas accès à une place pour leur enfant. Donc là, c'est un constat. Alors, vu ce manque de place, il y a un choix qui doit être opéré et qui devrait, selon mon groupe, plus s'orienter vers une priorité aux familles qui travaillent. Parce que ces familles-là sont donc dans l'obligation de laisser l'enfant en crèche. Et pour l'instant, ça n'est pas la philosophie de l'ONE, donc j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Alors, le manque de place ne peut contrairement être comblé uniquement par les pouvoirs publics, on le sait, il y a un manque de moyens criant, et donc d'un point de vue budgétaire, on le sait, c'est impossible, et quand on part des milieux d'accueil non subventionnés, les collaborations avec les entreprises doivent être plus développées, voilà, on le dit, mon groupe le répète depuis plusieurs années, et ça doit être soutenu plus que ça ne l'est actuellement. Malheureusement, je l'ai déjà dit à maintes reprises en question, tout ça est une question idéologique et bien sûr malheureusement à mon sens. Et le cinquième point, c'était quant à la répartition des places d'accueil de manière privilégiée dans les communes ou les régions plus riches que vous dénoncez dans l'introduction également. Ça s'explique aussi pour des raisons économiques.
Donc on le sait, il y a plus de milieux d'accueil dans les communes moins touchées par le chômage, vu le besoin plus criant de ces familles qui travaillent. Et donc, voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, comme on disait lorsqu'on était à l'école, hein, CQFD, on n'y arrivera pas en continuant évidemment à se concentrer uniquement sur le secteur subventionné et les pouvoirs publics. Alors voilà, ceci étant dit, monsieur le délégué, il y a une réforme profonde, on le sait, des milieux d'accueil qui est en cours de réflexion à l'ONE. Nous avons d'ailleurs encore entendu M. Parmentier sur le sujet il y a quelques semaines en commission. Et donc, moi, ma question était de vous demander si vous aviez été invité à donner votre avis dans le cadre de cette réforme, parce que je trouve judicieux que vous puissiez être impliqué dans la démarche, dans la réforme des milieux de la petite enfance. Donc ça, c'était la question concernant surtout le secteur de la petite enfance. Ensuite, une deuxième intervention très brève, hein, c'est concernant l'hyperspécialisation des milieux d'accueil. Donc là, on ne pense pas bien sûr aux milieux d'accueil à la petite enfance, hein. On pourrait croire qu'on parle de ces milieux-là, mais non, et des enfants donc laissés de côté. Vous évoquez, monsieur le délégué, des structures généralistes d'urgence. Alors, le type 5 de l'enseignement spécialisé n'est-il pas finalement le plus approprié? Et sinon, eh bien, comment envisagez-vous concrètement ces structures généralistes d'urgence pour la prise en charge transitoire des enfants? Première question. Alors, il y a une réflexion qui est en cours au niveau du fédéral sur les soins de santé mentale en faveur des enfants et des jeunes, mais également des internés. Cela figurait dans l'accord du gouvernement fédéral d'octobre 2014, et donc tant pour la situation des enfants qui sortent d'un hébergement en psychiatrie ou ont un parcours en crise psychologique, ou pour celle de certains jeunes placés en IPPJ. Donc il y a une collaboration entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le fédéral. Est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce qu'elle sera mise en place? Donc j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rassurer M. De Vos pour lui dire qu'il n'était pas au tribunal, mais il était bien au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Parce que je pense qu'il a quand même eu quelques punchs. Donc, au sujet du traitement réservé aux jeunes suspectés de radicalisation, je souhaite effectivement insister également sur l'opportunité de renforcer les mesures de prévention, et notamment des projets alternatifs aux mesures d'enfermement qui devraient effectivement être un dernier recours et certainement pas un automatisme en cas de suspicion de premiers signes. Je crains que l'enfermement effectivement et le tout au sécuritaire ne mettent irrémédiablement à distance le jeune et de la société en augmentant par là, paradoxalement effectivement, sa dangerosité. En discutant avec de nombreux jeunes de toute origine à propos de religion, d'engagement et de radicalisation, il ressort en rejet du cynisme économique et social ambiant, un besoin de trouver effectivement du sens, de s'accrocher à des valeurs. La religion peut effectivement alors être perçue comme un refuge, un cadre, offrir effectivement une appartenance communautaire dans une société hyper individualiste. Il ne faut pas les prendre effectivement pour des idiots. Ce ne sont pas les vierges du paradis qui les attirent, mais la volonté effectivement de donner un sens à leur vie, de servir une cause, d'être quelqu'un. Alors la grande majorité trouvera effectivement ce sens dans un cadre familial et professionnel, dans un engagement politique, artistique, social ou sportif. C'est pourquoi je pense que nous devons encore et continuer effectivement à susciter, encourager, faciliter ces formes d'engagement. Une minorité effectivement sera séduite par les discours radicaux violents, nourris de rhétorique haineuse et de vengeance qui leur donneront l'impression de se battre pour une cause supérieure. En tout cas, c'est effectivement le cas de certains jeunes. Ce besoin de sens devrait être utilisé comme un levier pour la mise en place de projets préventifs, voire même alternatifs au placement en IPPJ, qui devrait être un ultime recours. Des programmes ouverts de suivi individualisé, axés effectivement sur l'accrochage social et scolaire, l'établissement d'un projet de vie sur le plan de la formation et du travail, mêlant des outils aussi différents que le sport, la médiation, le théâtre, et encore des ateliers de communication non violente et de réflexion philosophique, portés par des personnes formées spécifiquement et qui connaissent effectivement l'islam. Mais on ne le répétera jamais assez, les actions et les discours de Daesh n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et effectivement, la toute
la toute grande majorité des musulmans de par le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, ne s'y reconnaît pas, car l'islam est multiple. Or, en simplifiant et dualisant la société, on fige effectivement deux camps. L'histoire qui nous a déjà montré à de trop nombreuses reprises que cette dynamique est dangereuse. Je souhaite ici insister sur la responsabilité qui pèse sur nous, hommes politiques, dont la parole trouve un écho public, ainsi que sur les médias. Il est certes effectivement tentant de se servir de ce contexte hautement inflammable pour effectivement poursuivre ses propres intérêts électoralistes, et ça on en a quelques-uns ici qui sont spécialistes, pour les uns purement commercial, pour les autres. Lorsque le soir effectivement, qui publie aujourd'hui, mardi, le sondage noir, jaune, bleu, et qui titre « Un musulman sur 10 a légitimé les attentats », plutôt que de mettre effectivement 9 musulmans sur 10 ont condamné les attentats. Je pense qu'ici, il fait un choix éditorial. Il transmet les chiffres, effectivement, qui sont exacts, mais pas le même message. Il en va de même lorsque le JT s'ouvre sur les Belges, rejette la communauté musulmane. Les musulmans ne sont donc pas des Belges, les musulmans, qu'ils viennent de pays arabes, asiatiques ou d'Afrique noire, qu'ils soient sunnites, chiites ou soufis, formeraient effectivement donc une communauté compacte. Et je ne parle pas des discours belliqueux de certaines personnes qui percolent effectivement au sein même de notre Parlement. On ne parle même plus de braise. On a déjà effectivement un début d'incendie. Des garde-fous ont sauté. On ne parle plus et on n'écrit plus comme il y a 5 ans. Mais clairement, un coup entraîne une réaction. Et au point où on en est, la question réelle n'est pas qui a tort ou qui a commencé, mais comment effectivement on sort de cette dynamique potentiellement meurtrière très vite. J'en appelle donc au sens des responsabilités des élus, des médias et des leaders des différentes communautés. N'ayons pas peur de la complexité. Et s'il vous plaît, journalistes, politiques, Monsieur Destex, expliquez cette complexité, nuancer, préciser, informer. Et je pense qu'effectivement, alors, on pourra tous avancer ensemble dans le même sens. Parce que dire que Monsieur De Vos, aujourd'hui, effectivement, n'intervient que pour dénoncer le fait qu'on a attaqué effectivement certains jeunes qui sont radicalisés, mais l'inverse aussi est vrai, c'est qu'il y a certaines personnes ici qui ne font que polémiquer sur ces sujets-là et n'apportent aucune plus-value, et non pas sur le terrain, et n'apportent aucune plus-value au niveau politique non plus, parce qu'on est dans des débats aujourd'hui qui sont assez stériles. On est dans une société qui est dualisée aujourd'hui, et je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est effectivement miser et mettre le maximum de moyens pour qu'on puisse accompagner cette génération aujourd'hui qui a complètement l'air d'être perdu, et je crois que notre responsabilité politique est importante, et je pense que tenir des discours politiques aujourd'hui doivent être communs. On ne peut pas être opposé aujourd'hui, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, on ne peut pas être opposé sur ce sujet-là, on doit porter la même parole et apporter les mêmes messages à cette génération. Merci. Merci Madame. Président, Monsieur Destex. Il y a eu un fait personnel, donc je voudrais réagir. Donc bon, je vois que M. Diallo est dans la justification et l'auto-justification et aussi dans sa propagande. Mais il soulève quand même un point. Chers collègues, de quoi payons-nous le prix? Nous payons le prix du déni et du refus pendant 20 ans d'avoir voulu aborder les problèmes, M. Diallo. Quand certains d'entre nous essayaient, il y a 10, 15, 20 ans, de dire attention, dans certains quartiers, il y a une montée en puissance de l'islamisme. Attention, il y a déjà, bien avant la vague terrorisme actuelle, la Belgique était déjà beaucoup plus touchée que tout. Non, mais maintenant, je vous ai écouté. Non, mais c'est pas un débat entre nous. Ce dialogue. Allez, chacun son tour. Si vous avez cette réaction totalement abjecte et haineuse, excusez-moi, il y a eu un fait personnel. Oui. Monsieur Diallo n'avait pas à me citer, je n'aurais pas répondu. Merci de conclure. Donc, non. Je vous en prie. Il y a eu un fait personnel, monsieur Courard. Oui, mais je vous laisse la parole. Merci. Ben voilà. Justement, donc je parle, les caméras sont parties. Donc le problème, monsieur Diallo, BA, c'est le déni, le refus d'avoir voulu aborder tous ces problèmes. Et aujourd'hui, oui, ça nous pète, ça vous pète dans la gueule. Mais c'est le résultat, pendant 20 ans, de ne pas avoir voulu en débattre, en parler. Moi, je suis parlementaire depuis 20 ans. Avant, il y a 1 an,
Quand est-ce que dans quelconque parlement on a eu un débat sur l'immigration, l'islamisme, le terrorisme? Absolument jamais. Donc c'est ce prix-là. Merci de conclure, Et autre monsieur chose, Destex. mais je conclue, monsieur le président. Parce Monsieur que Diallo, quand vous dites ça n'a rien on à voir étudie le avec la rapport du religion délégué, musulmane, donc on ne va pas faire un je suis d'accord débat avec vous que intraparlementaire trop long sur des faits personnels. 99% des On musulmans prend les condamnent. faits Je suis tout à personnels, fait mais pas d'accord trop avec longuement, c'est s'il pas vous le plaît. problème. Mais dire que merci. ça n'a rien à voir quand ces terroristes se font sauter au nom de Allahu Akbar, ça me paraît quand même un peu gonflé. On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. C'est une version radicale, extrême, marginale, minoritaire, tout ce que vous voulez. Mais dire que ça n'a rien à voir, franchement, je ne comprends pas. Mais voilà. Nous allons poursuivre avec Mme Elius. Merci beaucoup. Monsieur le délégué, vous avez la parole. Alors, Madame Emery, vous faisiez allusion à une médiation effectivement que nous avons menée dans une situation délicate où il y avait effectivement une rupture totale. Alors je précise que je ne fais pas de médiation interpersonnelle classique. Je veux dire, je ne vais pas me mettre dans une situation où pour la garde d'un enfant, des parents se disputent. Je fais à la demande, et quand j'estime que j'ai quelque chose à proposer, je fais ce que j'appelle des médiations institutionnelles. Il y avait là effectivement des parents qui étaient en difficulté dans une situation particulière. Il y avait une école et un pouvoir organisateur qui étaient concernés. Et c'est vrai que ce sont des situations parfois délicates. Il faut mettre beaucoup de persuasion. Il faut garantir un cadre respectueux à chaque personne qui prendra part à la médiation. C'est ce qu'on est arrivé de faire avec mon collaborateur, je pense, avec un certain succès, et je suis ravi de l'avoir fait. Parce que ce qui est intéressant dans cette médiation, c'est que les parents, d'abord, on était tombés sur des parents terriblement conciliants, même si dans un premier temps, ça n'avait pas été vu avec ce regard-là par la direction, mais je pense vraiment que la direction est ressortie différente. Je veux dire que le regard que cette directrice pouvait avoir sur un certain public avait changé fondamentalement. Donc je vous dis, moi je suis ravi effectivement, mais je n'ai pas malheureusement les moyens de le faire régulièrement, et il arrive aussi que certaines personnes à qui on propose une médiation institutionnelle la refusent. En général, quand on le fait, ça marche. Effectivement, ça marche assez bien, et je suis ravi que ce soit arrivé à vos oreilles, parce qu'effectivement, c'est un travail important, c'est un travail de terrain qui fait aussi partie des prérogatives de mon institution. Sur la question de l'hypersexualisation, soyons très clairs, et je réponds en même temps à Madame Montréal. Je réponds en même temps sur la question du fameux marchandage. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'était un marché. En fait, c'était simplement que quand Isabelle Simonis m'a demandé si je voulais bien m'impliquer dans le projet de décret sur les minimis, je lui ai rappelé que les minimis, ça m'intéressait, mais pas tellement. Je veux dire, puisque c'est l'épiphénomène, c'est la face voyante et visible de l'iceberg, je voulais vraiment travailler en profondeur, et je voulais avoir cette garantie avant de dire ok, je suis d'accord là-dessus, mais on travaille en profondeur parce qu'il y a vraiment effectivement des questions qui sont importantes, qui doivent être débattues, et je pense que ça ne fait aucune difficulté, mais c'est ça que je voulais dire. Il y a effectivement un travail qui est commencé, parce que c'est la place de la question de la sexualisation dans l'espace public, dans la publicité, dans toute une série, et je crois qu'il y a vraiment un travail important à faire. Il n'est pas normal que nos enfants soient biberonnés, j'ai envie de dire, par une sexualisation débridée à tous les arrêts de bus, à gauche, à droite, etc. Je crois qu'il y a vraiment une question importante. Les rôles qui sont attribués aux hommes et aux femmes de manière, j'ai envie de dire, terriblement archaïque, ça doit pouvoir évoluer. Ça fait partie de ce débat qu'on a entamé avec Madame Simonis. Sur la question des médias sociaux, nous avons déjà fait des recommandations dans les rapports précédents, mais ça reste évidemment une question importante. C'est vrai que c'est terriblement compliqué de gérer ces questions-là, mais mon avis, en tous les cas, sur le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est qu'il s'agit malgré tout de harcèlement avant toute chose, et que donc on doit agir entre guillemets, pour contrer le harcèlement sur les réseaux sociaux de la même manière qu'on contre le harcèlement dans la vie réelle. Alors évidemment, le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça amène le harcèlement jusque dans l'intimité des chambres des adolescents et des enfants, avec évidemment une pression et un poids énorme sur ces enfants-là, mais c'est de la même manière, quoi. C'est buzz et contre-buzz, quoi. Il faut vraiment arriver à travailler comme ça. Je peux difficilement être plus long et être explicite sur c'est un débat très important. Je voudrais simplement rappeler que quand on parle de harcèlement à l'école aujourd'hui, on oublie quand même de dire
dire que l'école, et je l'affirme, hein, c'est quand même un endroit où on produit un taux de violence institutionnelle et invisible et insidieuse énorme. Et donc, sans revenir sur les théories de Bourdieu trop longuement, on sait que chaque violence est la résultante d'une autre violence et qu'il y a une espèce de chaîne sans fin. Arrivons dans un premier temps, travaillons, et c'est d'ailleurs l'ambition du pacte d'excellence, essayons de diminuer le taux de violence institutionnelle dans nos écoles. Sans doute que, de manière naturelle, le harcèlement diminuera. Dans les écoles actives, dans les écoles à pédagogie dite active, etc., on réalise quand même que le harcèlement existe, mais son ampleur est bien, en tous les cas de la vie des enfants qui y participent, est bien moindre que dans des écoles où on est encore sur des logiques compétitives, sur des logiques de résultats, sur des logiques moins collectives. Dès lors qu'on arrive... C'est pas moi. Dès lors, je crois, enfin. Ah si, c'est moi. Je pensais que j'avais coupé mon téléphone, pardon. C'est moi, excusez-moi, je ne le ferai plus jamais. Voilà, je le coupe pour de bon. Non, j'y arrive pas. Voilà, je vais y arriver pour de vrai. Voilà, il est coupé. Donc voilà, je crois que ça valait la peine de redire ça parce que c'est une de mes préoccupations aussi. Et aussi, quand on parle de harcèlement, qu'on ne travaille pas toujours le harcèlement à partir de la figure du harcelé, mais qu'on englobe non seulement le harceleur, mais aussi tous les spectateurs et tous ceux qui font partie du harcèlement. On a trop tendance à chercher des solutions à partir du harcelé qu'il faut protéger. Le harceleur lui-même est quelqu'un en général qui n'est pas bien dans sa tête, qui est mal à l'école aussi. Et si on ne prend pas compte, si on ne tient pas compte du harceleur et de toute une série du petit aéropage qui tourne autour de ces deux figures emblématiques du harceleur et harcelé, en général, on passe à côté de la plaque. Après ça, Madame Duran, sur la question de la petite enfance, vous savez que, pardon, sur la question de la petite enfance, vous savez que c'est une préoccupation de mon institution. Je n'arrête pas de le dire. Je suis, moi, partisan d'un taux de couverture de 100% et pas 30% comme le recommande l'Union européenne. Alors, parfois, on me dit, mais c'est impossible. Bien sûr que oui, c'est possible. Hein, certains pays, je pense à la Norvège, notamment, la Suède, à la Finlande, où on est dans des modèles où on a dites dans ces pays-là que vous mettez votre enfant à la crèche à 3 mois, vous allez en prison tout de suite. On met ces enfants à la crèche à 1 an, après un congé parental souvent partagé entre les deux membres du couple parental, et après il y a un taux de couverture de 100%. Donc je veux dire, c'est possible, puisque ça existe ailleurs, dans des pays qui ne sont pas terriblement différents de notre modèle culturel, donc ça existe. Ça, et ce qui me semble important de dire, c'est que, et je le répète à chaque fois, la crèche aujourd'hui, c'est pas simplement un lieu de garde, ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans. C'est un lieu d'immersion dans un bain linguistique, dans un bain culturel. C'est un lieu où les parents peuvent faire part d'une difficulté sans que ça devienne trop lourd à supporter. C'est un lieu où il y a un éveil psychomoteur. Enfin, vraiment, ce sont des lieux importants. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de rééquilibrer les places d'accueil pour faire en sorte que chaque commune, chaque quartier puisse être doté correctement. Le souci qu'aujourd'hui, c'est que quand je prends par exemple les chiffres qu'on connaît sur Bruxelles, XL, je disais tout à l'heure, XL, Uccle, pratiquement, on dépasse les 50%, Molenbeek, 19%, et dans les 19%, il y a 9% seulement de places qui sont subsidiées. Donc, 3 fois rien. Si vous mettez aujourd'hui des places en crèche, si vous ouvrez des crèches à Molenbeek aujourd'hui, il y a beaucoup de chances qu'il n'y ait personne dedans. Parce que les familles, les parents ont intégré le stigmate. Je veux dire, pour eux, la crèche, c'est pas pour eux. Et donc, il faudra faire un travail de sensibilisation, d'information, pour faire comprendre à ces parents combien c'est important ce travail de distanciation de l'enfant avec son parent, combien c'est important de confier son enfant à un professionnel, etc. Tout ce travail-là est un travail terriblement compliqué à faire pour une série de populations qui sont étrangères à cette manière de faire, de fait, puisque les places ne sont même pas disponibles. Et donc, évidemment, c'est un problème très très important. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire il faut privilégier les zones prospères où les parents sont deux à travailler souvent et où il y a forcément un besoin de crèches énorme. Il faut aussi privilégier les endroits où il n'y a pas de besoin, mais il y a une demande. Où il n'y a pas de demande, pardon, où il y a une demande, mais il y a un besoin. C'est exactement le contraire. Vous voyez ce que je voulais dire. Merci, je vous remercie d'avoir compris. Je deviens un peu confus à la fin. Clairement, on a des contacts très très réguliers avec l'ONE, autant avec Benoît Parmentier, l'administrateur général, qu'avec les services de l'ONE sur toutes les questions. On est vraiment très 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 proches et on travaille souvent avec eux. Je rappelle quand même que mon institution, c'est tout compris secrétariat, logistique, chauffeur, etc. C'est moins de 15 personnes, c'est 14 temps plein. Donc vous avez vu le nombre de dossiers qu'on a traités aujourd'hui. Il faut vraiment accepter que tous les dossiers qu'on les traite en tant que généraliste. On essaye d'être les plus performants possibles, mais on est spécialiste en rien. Et je le disais parce que ça a été
été dit au début d'une intervention, je pense, à ma droite, que clairement, par contre, la richesse de l'institution que je gère pour l'instant, c'est quand même clairement ce regard terriblement large, vraiment panoptique sur toutes les questions d'enfance et de jeunesse, qui nous permet de faire des liens parfois qui sont compliqués à faire parce que ce sont parfois des politiques qui dépendent de différents niveaux de pouvoir, ou même au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'entités qui communiquent relativement peu entre elles. Donc voilà, sur l'hyperspécialisation des services, il y a vraiment un souci de manière générale. Je pense malheureusement que le type 5 que vous évoquez est en gros terriblement overbooké, et notamment dans le secondaire, et que donc on a vraiment des soucis de ce côté-là. Alors il ne suffira pas de créer des places supplémentaires, et aussi la question de l'hébergement. Donc il y a un problème véritablement complexe, et donc je pense, vous avez raison de signaler qu'il y a là un souci sur lequel on devrait avancer, peut-être renforcer le type 5 encore, et peut-être créer des structures encore supplémentaires pour permettre de prendre en urgence des situations qu'on ne peut pas laisser sans solution. Monsieur Diallo n'a pas posé de questions, mais je me permets de dire qu'effectivement je suis son raisonnement de manière assez générale. Vous posiez la question sur le dessaisissement. Alors, je rappelle quand même que je suis et je reste opposé à cette mesure. Même si, effectivement, l'aménagement, le retour au sein de la Fédération de Bruxelles me tranquillise. Contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas l'aide à la jeunesse qui a récupéré, mais c'est les maisons de justice. Mais avec un certain brio, je dirais. Enfin, maintenant, oui, je ne sais pas où vous en êtes maintenant. Hein, donc, mais bon, avec un certain brio, en tout cas, puisqu'effectivement, pour avoir participé à de nombreuses reprises, on voit qu'il y a une ambiance tout à fait différente. Ce n'est pas le club Méditerranée, ce n'est pas un endroit, entre guillemets, qui est fait pour grandir. Les enfants qui y sont selon moi à tort, mais enfin, n'empêche, il faudrait trouver d'autres solutions plus constructives, mais en tous les cas, l'intention est claire de faire en sorte que, malgré le fait que ces enfants soient détenus, il y a clairement l'intention de faire quelque chose un travail éducatif de qualité pour leur permettre d'avoir des ressources en sortant, ce qui me paraît évidemment terriblement important. Sur la question de la prévention générale, c'est un sujet que je peux difficilement débattre en quelques secondes. Je dirais simplement que ce qui me semble terrible en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que la prévention générale est utilisée exclusivement dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Mais qui, parmi nous, pense que la prévention générale commence dès lors que des enfants rentrent dans le secteur de l'aide à la jeunesse? La prévention générale, elle commence quand les enfants rentrent en crèche, quand ils vont en maternelle à l'école, quand ils vont fréquenter des lieux de loisirs financés par la communauté française, quand ils vont dans des clubs sportifs, etc. Et je pense que tant que nous n'aurons pas l'ambition d'avoir un projet de prévention générale pour tous ces acteurs-là, que chaque acteur pourra décliner en fonction de ses spécificités, on passera à côté de quelque chose qui pourrait vraiment aider nos sociétés à évoluer de manière plus cohérente et plus correcte. C'est pour moi un impératif. Il y a là quelque part une exigence qui n'est jamais rencontrée, parce que ce que je viens de vous dire maintenant en 2 secondes ici, je l'ai dit à mon avis chaque année au même endroit, en disant comment est-ce possible que la prévention générale dépende de l'aide à la jeunesse. Le concept de prévention générale comme développé dans l'aide à la jeunesse est merveilleux, mais il devrait évidemment englober l'ensemble des acteurs qui, à un moment ou l'autre, sont en contact avec des enfants ou des jeunes. Voilà, c'est effectivement ce que j'ai dit au ministre dans l'avis que je lui ai rendu concernant le code. Sur la gratuité scolaire, il faut quand même rappeler que c'est une exigence, c'est une obligation. La Fédération Wallonie-Bruxelles est hors la loi. Donc la Convention internationale de l'enfant est très claire. L'enseignement fondamental doit être gratuit. Et donc, on peut discuter sur l'applicabilité de la Convention des droits de l'enfant. C'est un article très clair, il doit être appliqué. Donc, il ne l'est pas. Bon, voilà. Donc, mais on sait les dégâts que ça provoque, on sait la catastrophe que ça fait. Alors, sur les propositions, elles sont très claires. C'est aller vers la gratuité totale en commençant par la maternelle. Et grandir comme ça, parce qu'effectivement, ça a un coût énorme. La proposition du groupe de travail, sans rentrer dans les détails, c'est aller vers la gratuité totale en commençant par la maternelle. Alors, c'était planifié avec un agenda particulier, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé, mais enfin, c'est ça l'idée, c'est d'aller vers la gratuité totale en commençant par la maternelle. Et je répète que la question, donc aujourd'hui, il y a des trucs complètement fous qui arrivent chez nous, des familles qui viennent parce qu'il y a une société de recouvrement qui est venue leur demander 150 € qu'ils n'ont même pas. Mais bon, en attendant, c'est quand même on imagine ce que ça représente.
Pour un parent d'enfant, de se retrouver avec son enfant scolarisé dans une école qui lui envoie une société de recouvrement. Comment est-ce qu'on peut encore avoir des relations pédagogiques entre ces enseignants et l'école, entre cet enfant et les enseignants et la direction de cette école? Comment est-ce qu'on peut avoir des relations cohérentes qui vont permettre de faire progresser l'enfant? Vous avez forcément des parents qui vont fuir l'école dès lors qu'ils ont la moindre dette. Et quand on voudra même les informer du fait que ça va bien avec leur enfant, ils ne viendront même pas l'entendre. Ils n'auront même pas l'occasion de l'écouter parce qu'ils vont se dire, si je vais à l'école, on va me mettre le grappin dessus. On a vu toute une série de pratiques tout à fait déloyales et tout à fait illégales. Retenir le bulletin en fin d'année, toute une série de trucs, afficher les noms des enfants de manière publique, des trucs qui sont vraiment insupportables. Donc moi, voilà, je suis terriblement convaincu. Alors, je vais une petite couche, parce qu'on en a parlé à 2 moments encore sur la question de l'intégration et de l'inclusion. Bon, moi, je suis prêt à tout entendre, mais il y a quand même des trucs qui me paraissent complètement fous. De nouveau, dans cette conférence, on a vu que sur l'intégration, on est aussi au top des plus mauvais, en l'occurrence. On part quand même d'une loi nationale, avant la fédéralisation sur l'intégration, où on recommandait, dans un premier temps, pour les malentendants, de faire une intégration dans l'enseignement ordinaire. Si vous voyez les résultats de nos amis germanophones, 1 enfant sur 2 est scolarisé dans l'enseignement ordinaire avec une aide de l'enseignement spécialisé. Si vous voyez nos amis néerlandophones, 1 enfant sur 4, et ils ont déjà commencé à travailler sur l'inclusion, même si ça patine un peu. Disons les choses comme elles sont, ils n'y sont pas encore tout à fait. Donc on fait bien la distinction entre intégration, c'est un enfant qui a un besoin spécifique, qui rejoint l'enseignement ordinaire avec une aide de l'enseignement spécialisé. L'inclusion, ce sont des écoles qui acceptent, qui s'organisent pour accepter toutes les différences et qui en font une force. Donc, et alors, la communauté française, vous avez les chiffres, ils sont dans les indicateurs de l'enseignement, il suffit de s'en saisir. On est en dessous, on est en dessous des 10%, je regarde Karine, 6%, 6 ou 7%, 6 ou 7%. Donc, c'est pas un enfant sur 4, c'est 6 ou 7% d'intégration. Et encore, on a fait un bond énorme au cours des dernières années parce qu'à un moment, on s'est dit, il n'y a pratiquement aucune intégration, on a 2%. Ça, c'est quand même un souci. Si d'un côté, on utilise l'enseignement spécialisé pour autre chose que ce qu'il doit faire, en remplissant une série de places à tel point que des parents d'enfants qui ont des lourds handicaps ne trouvent pas de place dans l'enseignement spécialisé parce qu'on y a tellement fait rentrer des enfants qui n'ont pas de raison d'y être et on n'arrive plus des enfants qui ont des troubles autistiques graves, des enfants en trisomie, etc. On ne trouve plus de place pour eux et qu'à côté de ça, on n'arrive pas non plus à intégrer et aller vers l'inclusion, on est quand même mal. Et l'inclusion, elle passe évidemment par ce que vous avez dit. À faire en sorte d'avoir ce qui préfigure un tronc commun, un enseignement de qualité dans lequel il n'y a pas seulement les compétences intellectuelles qui sont valorisées, mais des compétences techniques, artistiques, sportives, culturelles, etc. Donc voilà, je réponds à votre question, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là que vous avez imaginée. Sur l'accompagnement des parents jusqu'à la scolarité, ça c'est pour Madame Montréal. Bien entendu, c'est un souci, l'annonce du handicap. On a travaillé beaucoup cette question-là au sein de mon institution, on a été très associés à cette question-là, mais après l'annonce, effectivement, il y a un temps important avant la prise en charge, entre guillemets. Et là, effectivement, il faut renforcer l'accompagnement de ces parents parce que c'est terriblement compliqué, terriblement difficile. On sait combien les couples sont fragiles à ce moment-là, les couples parentaux, mais qui sont aussi des couples conjugaux qui se séparent souvent. Donc, on sait vraiment, on sait tout ça. Et on n'accorde effectivement pas assez d'importance à ce sujet-là. Madame Moureau, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans sur la génération radicale ? Bien entendu, la question s'est enquistée. On disait tout à l'heure qu'on n'a pas vu, on n'a pas senti, on n'a pas vu la montée de l'islam radical pendant quelques années. Je sais aussi, moi, en tous les cas, en prenant le même cadre temporel, une vingtaine d'années, je sais aussi que depuis 20 ans, on a mis en place dans les quartiers populaires des politiques sécuritaires qui ne sont pas équivalentes aux politiques éducatives auxquelles ont accès d'autres jeunes dans d'autres quartiers. Et donc, on a essayé de contrer la montée d'une certaine agressivité et violence d'une partie de la population en essayant de les renfermer dans des quartiers avec des activités de loisirs culturels de bas étage, ce qui n'a fait évidemment que renforcer le sentiment d'injustice d'une série de jeunes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui me semble en tout cas essentiel, c'est que ce clivage s'est fait sur
la notion d'utilité sociale potentielle. On a considéré que certains jeunes, à un certain moment, n'étaient plus utiles potentiellement à la société, qu'il fallait s'en prémunir avec des politiques sécuritaires. On va faire en sorte qu'ils n'encombrent pas l'espace public, on va leur mettre en place des maisons de quartier, des activités sportives, etc. Mais en termes éducatifs, on a abandonné ces enfants-là. Et donc, moi, je pense aujourd'hui que l'utilité sociale, la citoyenneté, ce sont des vecteurs de vie en collectivité qui sont super importants, et tous les enfants et tous les jeunes doivent y être invités avec la même ambition, avec les mêmes moyens et le même courage politique. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. On continue encore à se défendre d'une série de jeunes qui sont pourtant l'avenir de nos sociétés. Je ne peux pas le dire autrement. Pour moi, c'est une réalité qui est pour moi incontournable. Sur rien à faire, rien à perdre, j'apprécie évidemment que vous appréciez. C'est un gros engagement de mon institution, puisque non seulement on a effectivement écouté des enfants et des jeunes de manière assez approfondie. Il y a eu des résumés qui ont fait l'objet de capsules qui circulent dans les écoles et qui sont accompagnés par une sociologue qui travaille notamment avec une maman qui était concernée directement. On a monté une pièce de théâtre aussi nous-mêmes dans laquelle on joue nous-mêmes parce qu'on voulait se mouiller vraiment sur cette question-là. C'était une très belle expérience. On la rejouera sans doute encore quelques fois. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être utile en termes d'analyse. On pourrait effectivement en tirer une série d'éléments. Sur les violences intrafamiliales, moi, je ne suis malheureusement pas terriblement surpris de l'augmentation. Je suis incapable de vous dire, est-ce que c'est le travail de police qui est plus fin? Est-ce que c'est plus de dénonciations? Est-ce que c'est plus d'acteurs qui sont prêts à entendre ces situations-là? Ce qui est certain, c'est que nous sommes d'une tolérance à l'égard de la violence à l'égard des enfants qui est, pour moi, toujours insupportable. Aujourd'hui, ce sont les seuls citoyens qui peuvent être frappés, être battus sans encourir les foudres de la justice. Les châtiments corporels sont aujourd'hui toujours interdits à l'école et toujours pas dans les familles. C'est une recommandation, c'est un sujet sur lequel j'interviens depuis, je pense, la toute première année de mon mandat. Je regarde Stéphane Burville qui travaille encore à ce moment-là, et c'était son sujet. Et donc voilà, on est toujours arrivé à rien du tout. Et on a toujours dit qu'on ne veut pas mettre en prison les parents qui, sur un coup d'humeur, donneraient une claque à leur enfant. On veut simplement qu'il y ait un interdit clair avec un article au civil qui dirait ce n'est pas autorisé, on ne veut même pas mettre ça au pénal, rien du tout. Et ça reste évidemment, je ne suis pas surpris, moi, malheureusement. Je ne serais pas surpris qu'il y ait plus de violence à l'égard des enfants qu'avant. Dans des situations de stress, dans des situations d'augmentation de la pauvreté, dans des situations où des parents sont de plus en plus en difficulté par les bouleversements du monde, je ne serais pas surpris que les enfants payent les pots cassés de ça. Sur la question du harcèlement encore, je crois que c'est pas... oui, bon, j'ai dit, je crois, sur la question du harcèlement, quoi, ne prenons pas simplement en considération les faits de harcèlement des jeunes entre eux, prenons en considération le climat de violence institutionnelle dans les écoles qui, me semble, n'avoir jamais été à ce niveau-là. Mais je le dis chaque année, donc j'espère que l'année prochaine, je pourrais dire que ça, il me semble que ça a baissé, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Sur la question de Madame Lecomte, donc j'ai déjà évidemment en partie répondu à votre question. Moi, je me réjouis en tous les cas d'avoir entendu un projet d'intégration que je ne connaissais pas. Donc je suis certain que ma collaboratrice a noté, Sainte-Marie à Namur. Et sur le transport scolaire, c'est un sujet, c'est notre préoccupation, j'ai envie de dire, permanente aussi. On a rencontré les acteurs techniques du TEC, on a rencontré la région Wallonne. Alors on n'a pas rencontré la région Wallonne, je pense, cette année-ci, mais on a rencontré encore les acteurs du TEC pour faire en sorte d'améliorer les tournées, faire en sorte que chaque personne ne soit... Parce que c'est une vraie question, c'est une vraie question. Donc il y a aussi la question de la localisation de certaines écoles d'enseignement spécialisé qui sont trop loin de l'endroit majoritaire, notamment on n'a pas beaucoup d'écoles spécialisées à Bruxelles, et donc on pourrait peut-être aussi diminuer la question de transport en faisant en sorte de favoriser l'implantation de ce type d'enseignement au sein. Je le dis aussi parce que c'est très rapidement, parce qu'on a parlé beaucoup d'enseignement spécialisé, on est quand même un des rares pays où on a des écoles spécialisées en dehors des écoles ordinaires. La grosse majorité des écoles ont une partie d'enseignement spécialisé, et évidemment l'inclusion et l'intégration est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile dans ce genre de situation-là. Et moi, évidemment, c'est une recommandation que j'ai faite dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir au sein du pacte d'excellence. Et je vous dis très rapidement ce que je dis à des connaissances et des amis depuis un bout de temps. Le jour où on arrivera à réformer en profondeur l'enseignement spécialisé, l'ensemble
l'ensemble de l'enseignement, et y compris ordinaire, ira beaucoup mieux. C'est l'enseignement spécialisé qui est le révélateur de la cacophonie au niveau scolaire qu'on connaît. Sur le plan autisme, je ne suis pas rassuré. C'est pas parce qu'il y a un plan qui est là que je suis rassuré. Il y a encore, maintenant, il faut le mettre en œuvre, et beaucoup de parents commencent à se demander ce qu'on attend pour que ça produise ses effets. Moi, je suis ravi que des différents niveaux de pouvoir se soient rassemblés sur une question aussi importante pour assurer un avenir à ces enfants. Mais il faudra vraiment être très vigilant pour faire en sorte que les mots deviennent des actes et que sur le terrain, ça se concrétise. Je crois que beaucoup de parents concernés sont inquiétés par cette question-là. J'avais encore une question pour vous sur la question de l'école spécialisée, de l'enseignement sur l'école spécialisée, etc., l'intégration, inclusion. Alors sur le type, non c'était vous, pardon, type 8, type 1, il faut sortir des typologies, quoi. Il faut arriver à répondre aux besoins de l'enfant. Ces types, alors vous l'avez dit, et donc c'est encore une couche supplémentaire pour qu'on s'indigne. Ces enfants qui ne souffrent pas de handicap, qui n'ont pas de besoins spécifiques, qui se retrouvent en type 8 et qui ne sont pas foutus, évidemment, parce qu'on n'enseigne pas de manière suffisamment aiguisée les matières qui sont relatives au CEB, donc qui ratent, qui ne présentent même pas le CEB. On a visité avec ma collaboratrice une grande école, une des plus grosses écoles d'enseignement spécialisé. Il y avait depuis 3 ans pas un seul enfant en type 8 qui avait essayé le CEB. Pas un seul enfant sur une école de plus de 200 élèves, pas un seul qui avait essayé le CEB. Donc c'est dire qu'on est vraiment loin. Et donc ces enfants-là continuent leur carrière scolaire dans l'enseignement spécialisé. Et comme vous le savez, le type 8 ne continue pas dans le secondaire. Donc il suffit simplement par un jeu d'esprit. Et on imagine combien c'est violent, terriblement violent pour les enfants et les familles. Dorénavant, tu n'as plus de trouble instrumental, tu deviens handicapé mental léger. Et tu continues ta carrière scolaire. Bon, ça, moi, je ne peux pas dire autre chose. C'est un véritable scandale et ça doit changer. Tronc commun, etc. Qu'est-ce que j'ai ici encore maintenant? Séjour à la rue, traite et prostitution. C'était vous. Oui, donc effectivement, il y a certainement d'autres endroits et d'autres moments où des enfants sont confrontés à des situations aussi dangereuses pour leur intégrité physique et mentale que la traite et la prostitution. Il y a d'autres endroits que ces séjours à la rue dans le cadre des politiques migratoires qui ne sont pas à la hauteur. Mais n'empêche qu'effectivement, là, c'était vraiment un gros souci. Quand des enfants arrivent pour demander l'asile et qu'on les renvoie en disant « Désolé, tu dois encore attendre 2 jours parce qu'on est débordé, etc. », ça n'était pas tolérable. Je dois dire que vous posiez la question de savoir aussi si mes recommandations ont été entendues. Ce genre de recommandations-là sont entendues parce qu'on sait aussi que quand j'obtiens pas raison sur des situations aussi dramatiques, je peux aussi je fais remonter parfois, et notamment via les médias, et qu'on n'aime pas en tous les cas, même si parfois il y a une certaine légèreté dans la gestion de ces situations, c'était tellement fort, entre guillemets, qu'on aurait eu raison. Donc nos recommandations, alors de manière générale, nos recommandations ne sont pas suivies. Donc ce serait trop beau, mais de manière générale, il y a très peu de recommandations que je fais qui sont suivies des faits. Mais bon, voilà, il y en a, et alors on est assez content, mais ça ne me décourage pas, parce que je pense que c'est un long processus. La question des droits de l'enfant, inscrire les droits de l'enfant comme étant un outil d'amélioration de nos sociétés, c'est un engagement qui est partagé par mes collaborateurs. C'est long, c'est difficile, et ça prendra du temps, c'est certain. Et donc, à la question du genre aussi dans le monde scolaire, etc., moi, je dirais que, de manière générale, moi, je suis attentif à toutes les discriminations, à toutes les stigmatisations, justement pour éviter de dire je ne suis attentif qu'à la question du genre ou à la question, ou à la question de la religion ou à la question de la race, etc. Je pense que toutes les stigmatisations et toutes les discriminations doivent être combattues. Et je termine alors sur l'accès des mineurs à la justice. Donc, vous l'avez dit, et je m'en réjouis, on a eu une bonne cote, entre guillemets, dans l'enquête de CRIN, mais globalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous l'avez signalé, ST en justice. Et effectivement, la généralisation d'un avocat pour toutes les procédures me semble évidemment une bonne piste. Et donc, on l'a déjà plusieurs fois proposé, on reviendra là-dessus. Et comme vous le dites, il faut aussi des avocats qui soient formés non seulement aux droits de la jeunesse, aux droits spécifiques, entre guillemets, mais à la manière
de travailler avec un jeune, la manière de parler, de communiquer. C'est quand même un travail particulier. Je veux dire, ça s'apprend, ça peut s'apprendre sur le tas, mais c'est mieux que ça fasse partie de formations spécifiques qui permettent effectivement d'avoir des avocats. Donc je vous rejoins entièrement sur cette proposition que j'ai déjà soutenue. Et donc, par exemple, il arrive, enfin, on se demande pourquoi il doit pouvoir rester en justice. Un exemple classique, un bateau qui est toujours compliqué aujourd'hui. Un gamin de 16 ans achète une mobilette et sa mobilette est en panne parce qu'il l'achète à un garagiste véreux. S'il a acheté la mobilette en cachette de ses parents, ce que je n'encourage pas non plus, s'il achète la mobilette 5 ans à ses parents, il est obligé de garder une mobilette foutue et il ne peut pas se faire rembourser. Si le garagiste dit je m'en fous, il ne peut pas aller porter plainte, il ne peut rien faire. Donc ça, c'est quand même des bêtes situations de la vie quotidienne, mais qui se répètent quand même, puisque les enfants prennent de plus en plus d'autonomie, de plus en plus tôt. Les gamins, on parlait avant de l'adolescence qui commençait à 14-15 ans, aujourd'hui à 14-15 ans on en sort presque, donc enfin, certains s'éternisent, mais enfin voilà, donc c'est un peu différent. Voilà, Monsieur le Président, j'ai répondu, je crois. Merci beaucoup, Monsieur le délégué. Je sais que c'est un exercice compliqué. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Monsieur le ministre, peut-être en guise de conclusion, sauf si certains députés veulent reprendre la parole après, prononcer quelques mots. Il a demandé qu'on décale la reprise de la séance à 14h15. Mais voilà, avec la brièveté du ministre, ça permettrait d'avoir une petite heure pour le repas de midi. Merci, Monsieur le ministre, de la parole. Monsieur le Président, merci, Monsieur le délégué droit de l'enfant pour ce rapport, pour le travail que vous avez fait. Et donc, je tiens, comme les années précédentes, vraiment à souligner ici la qualité du travail qui a été réalisé par le délégué général, évidemment, et son équipe. J'avais préparé une longue intervention qui répondait et qui passait en revue un peu l'ensemble du rapport. Je ne le ferai pas, l'heure avance, donc je vais le faire sous forme de... Voilà, ce sera bref. Tout d'abord, pour tout ce débat qu'il y a eu, je vois que l'esprit de Noël ne règne plus sur notre Assemblée, mais sur toute cette question, ce débat sur le droit de réserve, moi je suis très clair, je voudrais dire que, en tant que ministre de l'aide à la jeunesse, j'estime que le droit de réserve du délégué général doit être tout à fait minimaliste et il doit avoir la plus grande liberté de parole possible, il doit être soutenu, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Il est... J'ai utilisé l'expression, et je la réutilise ici, il est à la fois notre poil à gratter, et c'est jamais drôle, et en même temps, son rôle, c'est aussi d'être notre aiguillon en matière de droits de l'enfant, et donc toujours rappeler les principes qui guident son action, la liberté de parole, l'autonomie d'action, l'indépendance à l'égard du gouvernement et du Parlement. D'ailleurs, j'ai été voir dans le texte du décret sur le délégué général, et c'est explicitement, c'est clair, il agit en toute indépendance, il n'y a pas d'autorité hiérarchique du gouvernement sur le délégué général aux droits de l'enfant, même si, c'est vrai, le ministre-président coordonne toute la politique liée aux droits de l'enfant. J'avais beaucoup de choses à vous dire, Monsieur le délégué, et aux collègues. Ce que je veux surtout dire, c'est que je suis heureux de constater que dans votre rapport, au fond, vous notez les avancées. Chaque année, nous apportons des avancées, que ce soit au niveau de l'accueil familial, que ce soit au niveau des IPPJ, que ce soit au niveau du dessaisissement. On a retenu beaucoup de vos suggestions, beaucoup de vos propositions, notamment sur, ça a été évoqué par certains députés, sur les visites dans les IPPJ. Vous êtes rendus à de nombreuses reprises à Saint-Hubert, je le sais. Et donc, je voulais d'abord vous remercier pour ce travail-là. Vous avez également fait un long passage sur l'avant-projet de décret. Et donc je me réjouis de voir qu'on a pu intégrer dans notre code, notre avant-projet de code, une série de propositions que vous suggériez. Et donc voilà, je ne serai pas plus long parce qu'il est tard et on a une autre commission tout à l'heure. Mais en tout cas, sachez que comme ministre de l'aide à la jeunesse, je soutiens votre action, je soutiens votre équipe et surtout, même si je vous l'avoue, Monsieur le délégué général, moi j'attends toujours avec fébrilité votre rapport parce que je ne sais jamais ce que vous allez y mettre dedans et je me dis, on va évidemment s'en prendre plein les dents, mais c'est votre rôle, c'est votre job et surtout continuer à nous faire progresser en matière de droits de l'enfant. Voilà, Monsieur le Président, je ne serai pas plus long et merci encore. Merci. Voilà, merci. Monsieur De Stex. Oui, merci, Monsieur le Président. Je regrette évidemment la réponse de Monsieur Madran qui donne le sentiment, même s'il insiste sur la liberté du délégué général aux droits de l'enfant, de cautionner une série de choses qui sont dans ce rapport, et notamment une publication extérieure destinée aux enfants et aux jeunes,
qui est, de mon point de vue, de notre point de vue, d'une violence extrême. Vous avez dit qu'il s'agit de définition. Ben oui, quand on définit « je suis Charlie » et qu'on n'explique pas dans l'explication que le droit à la caricature fait partie de nos valeurs fondamentales, je pense qu'il y a un sérieux problème. Moi non plus, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous dites. Vous employez parfois un verbiage qui nous dépasse quand vous dites l'école est le lieu d'une violence institutionnelle énorme et invisible. On se demande vraiment ce que vous voulez dire quand vous employez ce type de terme. Mais plus fondamentalement, en fait, Monsieur le Président, vu la tournure qu'a pris le débat, moi, je n'ai pas pu lire mon intervention. Donc, je ne sais pas si ça peut être joint au rapport sans être lu. Je suis quand même un peu embêté par ça parce que je ne veux pas retenir les collègues pendant un quart d'heure. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien quand même dire un certain nombre de choses. Mais j'avais pris le temps de lire les rapports des homologues de M. De Vos, le rapport flamand, le rapport anglais et le rapport français. Et en fait, vos homologues ne prennent pas du tout le même parti. Ils ont une toute autre approche. Ils n'ont pas cette approche idéologique, très critique du gouvernement fédéral, dénonçant en permanence le tout sécuritaire. Et ce sont des pays, la Flandre, c'est pas un pays, mais aussi confrontés à ces phénomènes de terrorisme. Mais moi, j'ai constaté qu'ils avaient une approche beaucoup plus modérée que la vôtre. D'une part, ils décrivent une situation, parfois ils dénoncent, et puis surtout, ils font des recommandations qui sont tout à fait positifs. Ils sont des instruments qui peuvent être utilisés par les différents gouvernements. Vous avez choisi, malheureusement, de ne pas vous mettre vous-même dans cette posture. Et donc, je vous inviterai à relire un peu et à revoir la façon dont vos homologues étrangers ou belges travaillent. Et c'est une méthode tout à fait différente de la vôtre. Et plutôt que de créer de la division, parce qu'ici, évidemment, vous êtes applaudi par une majorité, mais enfin, il y a quand même une minorité significative qui ne partage pas votre opinion, qui est critique de la façon dont vous travaillez, qui est critique de votre rapport. Et je pense que ce que nous représentons est aussi représentatif de la façon dont une partie de la population vous ressent. Vous devriez être un personnage très consensuel. Hein, les droits de l'enfant, c'est quand même très consensuel. Votre prédécesseur l'était d'ailleurs. Hein, il n'y a jamais eu cette débauche de critique comme il y a à votre égard de la part de notre groupe, de moi en particulier, mais aussi sur les médias sociaux. Et tout n'est pas à jeter sur les médias sociaux. Il ne faut pas arrêter non plus. Donc vous êtes l'objet quand même. Vous êtes un personnage devenu polarisant, si vous voulez, comme moi. Moi, je suis polarisant, mais je suis un homme politique, ok? Mais vous n'êtes pas un homme politique. Vous êtes le délégué général aux droits de l'enfant. Vous devriez être un homme que tout le monde apprécie. Vous devriez être un homme de consensus, comme l'était d'ailleurs votre prédécesseur. Et au contraire, vous êtes un personnage partisan, idéologique, qui clive et qui divise. Alors, c'est peut-être bien pour des hommes et des femmes politiques, mais je ne pense pas que c'est bien pour le délégué général aux droits de l'enfant. Et je vous invite donc à voir comment fonctionnent vos homologues. Merci. Voilà. Merci. S'il n'y a plus de demande d'intervention parlementaire, on va clore le débat ici. En remerciant toutes celles et ceux qui ont participé. Je voulais remercier Monsieur le délégué, remercier toute son équipe de tout ce travail qui a été fourni et rappeler qu'ici, ce débat parlementaire a duré plus de 3 heures et 18 députés ont pris la parole. C'est montrer évidemment l'intérêt pour le travail qui est accompli et pour les sujets qui ont été développés. Donc je trouvais que c'était une matinée intéressante et je remercie tous les protagonistes. Bon appétit et on se retrouve à 14h15.